De la grande actu au Mali, le choc est à la mesure de l'attaque. Le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a été tué ce samedi 25 avril lors de l'assaut mené contre sa résidence à Kati, ville garnison aux portes de Bamako. Des attaques revendiquées par le JNIM, affilié à Al-Qaïda et par le Front de libération de l'Azawad. Au lendemain de ces violences, les rebelles du Front de libération de l'Azawad annoncent un accord ayant permis le retrait des soldats russes de l'Africa Corps de la ville de Kidal, qu'ils affirment désormais contrôler totalement. Voyons ce sujet d'Issa Koné, Moussa Dikema nous emmène la discussion en plateau. C'est un choc pour le Mali depuis ce samedi 25 avril. Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a perdu la vie lors des attaques ciblées à son domicile à Kati. Des attaques conjointement menées la veille par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, affiliés à Al-Qaïda, et par le mouvement séparatiste Touareg du Front de libération de l'Azawad. Âgé de 47 ans, le numéro 2 du pouvoir en place, Sadio Kamara était une figure importante du pouvoir central, dont sa mort ébranle un appareil sécuritaire déjà sous tension. L'annonce de sa mort a été faite à la télévision nationale par le général Ousmane Coulibaly. Un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Ce lundi, un calme précaire semble revenir à Bamako et à Kati, épicentre du pouvoir militaire, où les combats faisaient encore rage la veille. Une nouvelle fois, Kidal, fief de la rébellion Touareg, a changé de main. La ville clé désormais sous le contrôle des rebelles indépendantistes Touareg et des groupes djihadistes a vu les soldats russes de l'Africa Corps, organisation paramilitaire russe contrôlée par Moscou, se retirer de la ville. Ces attaques, selon les autorités maliennes, ont visé 7 localités, Bamako et Kati, Kona, Mopti et Sévaré, dans le centre du pays, et enfin Gao et Kidal, dans le nord. Pour en discuter en duplex avec nous depuis Bamako, Abdoul Niang, journaliste malien. Bonsoir Abdoul Niang. Bonsoir Monsieur Drabo. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Quotidienne Info ce soir pour discuter justement de cette situation que connaît votre pays depuis presque 72 heures maintenant. Justement, 72 heures après les attaques, quelle est la situation à Bamako, mais aussi dans les villes qui sont touchées par les attaques? La situation est calme à Bamako, à Sévaré, ainsi que dans toutes les autres villes qui avaient été ciblées ces derniers jours par les organisations terroristes coalisées, parrainées également par certains acteurs étatiques. Hormis la région de Kidal, où la riposte de l'armée s'organise et est déclenchée quelque part avec les forces de frappe de l'armée de l'air. Toutes les situations sont globalement sous contrôle, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée. Très bien. Et aujourd'hui, quel est justement le ressenti des populations de façon générale? Est-ce la peur, la colère, la tristesse? Les Maliens sont toujours fiers de leur pays et de leur armée. C'est vrai, ils sont sous le choc à cause de la disparition de l'illustre ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Mais cela n'entame en rien la détermination des Maliens. Le Premier ministre l'a rappelé. Le combat pour notre dignité n'est pas à négocier. J'implore la miséricorde de Dieu sur toutes les victimes civiles et militaires de cette agression internationale contre notre pays. Et les Maliens démontreront... Pourquoi vous la qualifiez d'agression internationale, Abdoul Niang? On sait que l'attaque est revendiquée par le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, et par les rebelles du Front de libération de l'Azawad. Pourquoi vous dites international? C'est vrai, les observateurs extérieurs ne peuvent pas comprendre cette dynamique. Le JNIM, vous avez vu le communiqué du FRDC que vous appelez FLA. FLA, c'est l'ancien MNLA, qui est le partenaire de la France et de la MINUSMA. C'est écrit dans leur texte et ils l'assument depuis 2013 jusqu'à leur expulsion de notre territoire. C'est la réalité que beaucoup ne comprennent pas et ils font des analyses à côté. Le JNIM est une organisation terroriste qui est soutenue et parrainée par l'État de l'Algérie. Donc ces organisations terroristes ne sont que des proxys
qui agissent au nom d'un État qui ne peut agir publiquement et ouvertement. Ce sont des accusations particulièrement graves à Abdoul Niang. Est-ce que vous en avez la preuve? Par exemple, sur le cas algérien, par exemple. On sait que diplomatiquement d'ailleurs, on sait que votre pays et l'Algérie ne sont pas en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, c'est l'autre question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir reconnu aussi le Sahara, le Sahara occidental comme territoire marocain, finalement, qui a entraîné tout cela? Il faut demander à ceux qui ont travaillé dans l'aménagement. Les soldats ivoiriens ont travaillé dans l'aménagement. Les MNLA étaient un partenaire de l'aménagement et un partenaire de la France. Les documentaires existent pour attester de cela. Yad Agali et tous les leaders du JNIM sont sur le territoire algérien. Vous avez vu, ce n'est pas pour rien que l'Algérie a abattu un drone malien. C'était pour protéger ces terroristes de haut profil. En 2016, le journal Le Monde a écrit que Yad Agali était dans un hôpital à Tamaracet. Aujourd'hui, vous reconnaissez que l'Algérie a abattu un drone malien. À l'époque, il avait été dit que le drone s'est écrasé, officiellement. Mais ils ont dit qu'ils ont abattu parce que les drones avaient franchi leur territoire. Il fallait aller démentir ça devant la Cour internationale de justice. Mais vous avez vu qu'ils ont refusé d'aller s'assumer là-bas. Donc ça en dit long déjà sur cette réalité. En 2016, le journal Le Monde a révélé que Yad s'est soigné dans un hôpital de Tamaracet et que l'armée française voulait agir contre lui, mais elle a eu peur pour ne pas froisser les Algériens. Les travaux du Britannique Jeremy Kennan expliquent assez la complicité de l'Algérie dans cette histoire de terrorisme au Sahel. Un officier malien des renseignements maliens, le colonel Ould Lemana, avait dénoncé que l'État algérien est au cœur de AQMI. Le lendemain, il a été abattu chez lui à Tombouctou. Donc, ça, c'est des réalités que vous ne comprenez pas. Ça fait que les conclusions sont toujours biaisées et même complètement hors sujet. Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas dire que nos conclusions sont biaisées. Nos conclusions ne sont absolument pas biaisées. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos chroniqueurs en plateau ont aussi donné leurs avis. Shadrack Bogué, d'ailleurs, nous a rejoint. Il est consultant en défense et sécurité internationale. Bonsoir. Bonsoir, M. Drapeau. Déjà, lorsqu'on fait la lecture des événements qui sont arrivés au Mali, on ne peut qu'être sidéré, mais cela s'inscrit dans une dynamique globale d'insécurité dans le monde. À l'instar d'autres régions du monde, l'Afrique aujourd'hui est en proie à une insécurité croissante. Lorsqu'on prend par exemple la région des Grands Lacs, lorsqu'on prend le bassin du lac Tchad, un peu vers l'Afrique australe avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans le Cabo Delgado, mais aujourd'hui dans le Sahel, on se rend compte que l'Afrique même, en général, de manière globale, est aujourd'hui ébranlée et fait face, à côté de ces défis de développement, aux défis de paix et de sécurité. La situation malienne, elle est inédite, elle est vraiment triste dans la mesure où ce n'était pas une situation, ce n'était pas un événement auquel on aurait pu s'attendre, surtout dans le contexte actuel. Nous avons plus ou moins constaté avec joie, avec contentement, la reprise de la ville de Kidal, qui était un symbole qui avait été perdu pendant un moment. Et avec la conquête du pouvoir d'État, la conquête de la ville de Kidal par les autorités étatiques de Bamako, les autorités de transition, on était contents, on a tous salué cela. Mais aujourd'hui, avec la perte de cette ville stratégique-là, on se demande aujourd'hui, est-ce que la junte n'est pas aujourd'hui n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité des Maliens, mais cela s'inscrit dans un contexte global d'une trajectoire de dégradation de la situation sécuritaire. C'est le miroir aujourd'hui de la réalité sur le terrain. Et franchement, déjà, il faut saluer la résilience du peuple malien, parce que ce n'est pas facile avec déjà le blocus que les Maliens ont connu récemment lors du dernier trimestre de l'année 2025, et également toutes ces attaques, toutes ces morts, cette violence psychologique, physique que le Mali endure aujourd'hui, c'est franchement quelque chose de condamnable et on ne peut pas accepter cela. Et franchement, c'est à condamner et nous partageons aujourd'hui, nous compatissons aux difficultés que le Mali rencontre aujourd'hui. Docteur Kamenan? Oui, la première réaction qui me revient, c'est par rapport au peuple malien, parce qu'une guerre, ce sont des vies brisées, ce sont des familles disloquées, c'est une reconfiguration même de l'espace et des relations. J'ai deux questions pour notre invité en duplex.
Au regard de l'attaque qui était vraiment coordonnée de façon stratégique et puis de l'alliance entre ces deux groupes qui apparemment n'avaient rien en commun, mais qui se sont mis en commun par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui a manqué au niveau de l'anticipation, du renseignement pour éviter que cette attaque soit vraiment coordonnée de cette façon? Et la deuxième question, on a observé sur les réseaux sociaux que Africa Corps aurait négocié son départ avec l'Algérie. Est-ce que les autorités maliennes étaient informées des négociations et quelle était leur position vis-à-vis de cela? Abdoul Niang? Bon, je commence par la deuxième question. Il paraît que les Russes ont abandonné le Mali. Il ne faut pas oublier que dans le Sahel, la guerre se mène dans un champ immatériel. Ça, c'est celui de l'information. Et qui a intérêt à discréditer les partenariats avec la Russie. Il faut bien voir ces acteurs et voir leur position par rapport au terrorisme au Sahel pour comprendre ce qui se passe réellement. Je ne commente pas ces rumeurs parce que nous parlons d'un sujet assez sérieux qu'est le terrorisme international. En plus de ça, la première question... Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas passer par-devers ce sujet. C'est un sujet de grande importance. Je veux dire, Africa Corps, c'est le partenaire le plus stratégique aujourd'hui de l'État malien, du gouvernement actuel de la République du Mali, dans la lutte contre le terrorisme. Donc, vous ne pouvez pas passer sous silence ce sujet. Est-ce que le gouvernement, selon vos informations de journalistes proches du régime en place, est-ce que le gouvernement a été associé aux négociations du départ d'Africa Corps? Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a eu une négociation? Donc, ce n'était pas prudent pour l'expert de venir sur le plateau. Très bien. Alors, on va reformuler. Excusez-moi. Ce n'était pas prudent pour un expert de venir sur le plateau raconter cela sans consulter la page officielle de Africa Corps qui a publié les vidéos de ses interventions en direct. On va reformuler. Vous avez vu combien de terroristes ils ont abattu et combien de véhicules ils ont détruits, dont des véhicules blindés. Abdoul Niang, on va reformuler. On va reformuler. Permettez qu'on reformule. C'est important de ne pas passer sur le sujet. Est-ce que Africa Corps aujourd'hui est vraiment parti du Mali? Est-ce qu'ils ont quitté Kidal? Il faut demander la preuve à ceux qui tiennent ce discours. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire et sur le terrain, la réalité est tout autre. Je vous ai dit que la guerre se mène sur un terrain immatériel, celui de l'information dans notre pays et qui a intérêt à discréditer les partenariats avec la Russie. Posez cette question aussi. Deuxième question, ils essaient de mettre en doute la capacité d'anticipation, c'est-à-dire les renseignements. Et je pense que le patron des services secrets ivoiriens ne sera pas content de vous si vous entend dire qu'il a été incapable lors des attaques terroristes contre le Grand Bassam. C'est ignorer complètement la nature de ces phénomènes asymétriques et la nature de l'ennemi qui est adaptatif également. Est-ce que vous pensez que le 11 septembre est l'indicateur de l'incapacité des Américains à protéger leurs citoyens? Est-ce que vous pensez que la France a été incapable de sécuriser ses citoyens parce qu'il y a eu des attaques terroristes simultanées le 13 novembre 2015, y compris à quelques mètres du président de la République qui était dans un stade de football. Je crois que c'est des affirmations... Vous avez posé beaucoup de questions. À notre décharge, Abdoul Niang, on dira peut-être qu'aucun de ceux-là n'ont fait un coup d'État et n'ont dit qu'ils viendraient pour mettre fin à une situation qui n'avait que trop duré pour enlever les populations dans la souffrance. Donc quand 5 ans après, une telle situation arrive et qu'on arrive à avoir des terroristes dans la ville Gardisson, au cœur même du régime, il y a à se poser des questions. Donc reconnaissez que la question a bien un sens. Nous sommes en train de parler de deux choses différentes. Et en tant qu'un expert de défense sur le plateau, il ne fallait pas faire cette confusion parce que vous confondez la perfection et les vulnérabilités. Et nous sommes en train de parler de la résilience. Aucun système sécuritaire n'est infaillible, aucun au monde. Et les renseignements également peuvent avoir des informations. L'information n'est pas le renseignement. Les informations peuvent être incomplètes ou ambiguës. Il faut un travail pour savoir. Il faut aussi, et souvent même quand vous interpellez des suspects terroristes, les cellules sont cloisonnées, ce qui fait que l'interpellation de 2 ou 3 personnes ne permet pas de démanteler l'ensemble du réseau. Ça, c'est pour ceux qui connaissent les renseignements. En plus de ça également, vous parlez de Kati, de Bamako. Et pourquoi vous ne parlez pas de New York? Ça, c'est le cœur même de la première puissance mondiale qui a été frappée
avec plus de 3000 victimes. Il faut Très bien. parler de cela. Mais pourquoi celui du Mali serait toute la résultante d'un échec, d'une approche sécuritaire? Très bien, merci beaucoup, Abdoul Qui a Diab. intérêt à construire ces narratifs? Merci, on va permettre à Oumar Gaël Latpa de faire son intervention aussi. Oui, en tout cas, moi d'abord, d'entrée, je voudrais vraiment apporter tout mon soutien, notre soutien au peuple malien qui est un peuple frère. Et ce qui se passe au Mali, il faut être clair, ça n'arrange personne dans la sous-région, d'autant plus que je ne pense pas que les autres pays autour, même ceux qui ne sont même pas de l'AES, soient pour que le FLA ou bien le JNIM prennent le pouvoir au Mali. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le Mali, c'est une zone stratégique. Nous sommes voisins à ce pays-là. Et nous autres analystes, qu'est-ce que nous apprenons? Nous avons tous été informés au matin du 25 qu'il y a eu des attaques coordonnées au niveau du Mali, alors que le Mali est dirigé par des militaires depuis 6 ans. Donc, tout à l'heure, lorsque Dr Kaminan parlait, il a parlé d'une certaine stabilité qu'on avait vue. Il n'y avait plus assez de... Il y avait quelques attaques sporadiques par endroit, la sécurité n'étant pas totale. Mais sincèrement, ce qui s'est passé le samedi dernier était vraiment d'une grande violence, était jusqu'à toucher 7 villes à la fois. Bamako même était visé. Et à la suite de cela, le ministre même de la Défense est tombé. Ça veut dire beaucoup dans une guerre. Le ministre de la Défense qui tombe, tout en sachant après que le président de la République même était la cible. C'est vraiment un coup dur, je pense. Et puis, jusqu'à présent, si on n'entend pas le président de la République, c'est vrai, il y a eu des sorties, des communiqués, mais le président de la République, pour l'instant, ne s'est pas encore exprimé. Je pense qu'à la suite de tout cela, si on veut faire une analyse claire, sans passion, on voit cela comme ça peut créer un risque de tension interne, ça peut aller jusqu'à un certain affaiblissement de l'armée malienne après tout ce qui s'est passé. Quand encore on sait que Africa Corps, qui est le remplaçant de Wagner dans le temps, a finalement sorti de Kidal. Ils sont sortis, ce sont des faits. Ce sont des faits, voilà, on n'a pas besoin de dire que ce sont des incantations, même quoi que ce soit. Non, ils sont sortis, on a tous vu les informations. Si ce n'est pas le cas, on ne l'aurait pas dit. Maintenant, notre intervenant, s'il peut nous sortir des éléments pour nous dire qu'ils sont encore là et nous démontrer, oui, moi j'ai vu un communiqué hier, j'ai vu des images où ils étaient en train de sortir encadrés. Là, c'est factuel. Maintenant, à côté de cela, moi je dis que la question, elle intéresse tout le monde. C'est pour ça que, vous voyez, l'actualité se passe au Mali et puis ici on en parle. Il faut qu'on trouve une solution. La solution, là, moi je pense que depuis 6 ans, les autorités maliennes ont toujours essayé l'option militaire. Mais est-ce que l'option militaire en question, seule devant cette problématique-là, ne trouve pas ses limites? Parce qu'on a l'impression que finalement tout échappe aux militaires qui sont aux affaires. Et comme je le dis, c'est vrai, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, c'est pas joli de voir tout ce qui se passe dans ce pays-là. On soutient ce pays, mais on peut par exemple regarder, essayer une approche diplomatique. On peut calmer le jeu. Parce qu'avec ce qui s'est passé, quand le JNIM et le FLA, aujourd'hui, ils sont confortablement installés. Même si aujourd'hui l'armée sort des communiqués pour dire qu'ils sont en train de faire la riposte, mais ils sont installés. L'armée russe s'est retirée, mais eux, actuellement, ils sont en position de force. Ce qui veut dire que les violences vont certainement continuer ces derniers temps. Est-ce que le peuple malien profite de cette situation? Non. Le peuple malien mérite quoi? Il mérite de se lever le matin à 7 h, aller à l'école et revenir à la maison. Le Malien mérite de se lever le matin, aller au travail et rentrer. Mais si on est dans cette atmosphère depuis combien de temps, finalement, on ne se retrouve pas dans un pays. Et la plupart du temps, ceux qui sont dans les zones impactées fuient. Ça fait un gros flux de réfugiés qui fuient. Ils viennent soit vers la Côte d'Ivoire, comment on appelle, le Ghana et la plupart des endroits où il y a justement un peu de paix. Tout ce qu'il faut au Mali, c'est la stabilité. La solution n'est pas forcément dans la communication qu'on fait. Quand quelque chose se passe, il faut que les autorités là-bas disent quelque chose qui vous fait plaisir, pendant que de l'autre côté, d'autres disent non, ce n'est pas la réalité. Je pense qu'il faut que, honnêtement, le peuple malien et ses autorités s'asseyent pour regarder. Moi, je pense qu'il y a une solution à cela. Elle n'est pas forcément militaire, parce que depuis plus de 6 ans, ils sont restés sur cette seule option et ça n'a pas encore payé. Très bien. Ah, c'est bon, Josias? Alors moi, j'aimerais d'abord m'adresser aux Ivoiriens qui nous écoutent personnellement particulièrement.
Généralement, surtout depuis que ce sujet fait l'actualité, il y en a qui se permettent de rire ou de se moquer du Mali, qui pensent qu'on est en train de jouer. À la réalité, c'est la Côte d'Ivoire aussi qui pourrait être en danger. Les Ivoiriens, vous en avez vu où? Oui, parce que sur mes réseaux, figurez-vous que je parle régulièrement de l'actualité. Et après des posts relativement à cela, j'ai reçu aussi bien des commentaires que des messages même personnels qui disaient ce genre de choses. Alors, je veux dire que ce qui se passe au Mali nous concerne directement. Parce que si le Mali tombe, par exemple, demain, la prochaine étape, ça pourrait être la Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire que ça sera la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est aussi un pays stratégique pour ceux-là qui veulent installer le calife. Ce qu'il faut comprendre surtout au niveau de cette actualité, c'est que c'est impossible, inconcevable que les dirigeants qui réalisent un coup d'État, qui promettent que l'une des premières choses, si ce n'est la chose la plus importante pour eux, ce sera la sécurité, puissent être frappés à telle enseigne qu'ils démontrent qu'ils n'ont rien réussi ou ne peuvent pas réussir du point de vue sécuritaire. S'ils n'arrivent pas à développer le pays, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le premier truc qu'on va leur réclamer. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à défendre le pays, ça devient problématique. C'est là qu'on se demande à la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que on ne doit pas penser même à les chasser ou à même réaliser un autre coup d'État contre cela parce qu'ils sont incapables? On remet beaucoup de questions sur la table parce que ce qu'ils nous ont promis, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Et on va même vers la disparition de l'État parce que là, c'est plusieurs localités qui sont en train d'être prises. Peut-être même Bamako pourra être prochainement, je ne le souhaite pas, mais au regard de ce qui peut se passer ou est en train de se passer, être pris. Ce qu'il faut noter, c'est que cette réalité-là est en l'avantage de ceux-là qui attaquent le pays. Mais à côté, il y a aussi le travail qui est fait par les autorités du Mali. Vous voyez, c'est vrai, ils n'arrivent pas à défendre le pays. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que le Mali, qui est un pays, qui est surtout l'une des puissances militaires dans notre sous-région, et selon les derniers chiffres, qui est devant même la Côte d'Ivoire, notre pays, n'arrive pas à se défendre face à ces deux mouvements qui se sont associés aujourd'hui. Lorsqu'on va sur le terrain... Tu dis que la solution n'est pas forcément militaire. Exactement. Lorsqu'on regarde par exemple sur le terrain, on se rend compte qu'il y a même des armements qui sont incompréhensibles. On se demande d'où est-ce que ça vient, ces rebelles-là les ont. Des drones kamikazes, des bazookas, des armements même qui sont vraiment difficiles à... On ne peut pas facilement savoir d'où est-ce que ça vient. On se pose la question de savoir qui ou comment ceux-là réussissent à se faire de l'argent à telle enseigne qu'ils sont si puissants. Qui les soutient, mais comment est-ce qu'ils sont soutenus? Donc beaucoup de questions émergent à partir de cet instant. C'est pourquoi moi, je me pose une question. Est-ce que la méthode qui est choisie aujourd'hui au Mali, c'est la méthode qu'il faut utiliser ou qu'il faut choisir? C'est-à-dire répondre avec l'armée ou répondre avec les armes. Ceux qui sont en face viennent de démontrer que si vous voulez répondre avec les armes, nous aussi on a un certain niveau. Je me rappelle qu'avant cet événement qui est survenu le 25, il y a le 22 avril 2026, une rencontre très étrange entre M. Oumar Mariko et le JNIM. Objectif, du moins ce qu'on nous dit, c'est libérer 17 soldats. C'est ce qu'on nous a dit. Et dans le discours qui est tenu par M. Oumar Mariko, il propose... Il a rencontré 17 soldats, il aurait permis la libération de 4. C'est ça. Dans son discours, il propose qu'on passe à la négociation. Il dit que le conflit ne pourra jamais aboutir si on utilise la voie de l'arme, donc la guerre. Il propose quelque chose qui, pour moi, a attiré mon attention suite à ce qui s'est passé le 25. Parce que, vous voyez, ça peut s'entendre comme le véritable objectif de ces deux mouvements-là. À la réalité, ils n'ont rien en commun, ces deux mouvements. Il y a un qui veut prendre le territoire, du moins une partie du territoire. Il y a un qui veut installer le calife dans tout l'État, donc prendre le pays. Mais on se demande comment est-ce qu'ils, ou du moins, pourquoi est-ce que ces deux-là s'associent aujourd'hui pour attaquer le Mali? C'est pourquoi moi, je suis tenté par cette idée qui nous fait croire que l'objectif à la réalité, c'est de forcer l'État malien à venir sur la table de la négociation pour passer à des actes de négociation qui pourraient permettre qu'on ait une sortie sur cette base-là. Peut-être qu'aujourd'hui, le ministre de ce pays, qui est aussi un soldat, peut-être même l'un des plus protégés qui a perdu la vie, pourrait être un signal fort, en sens où aujourd'hui, les Maliens vont se remettre en question, parlant des dirigeants. Parce que c'est un signal fort, oui, mais en fait, pour ne pas aggraver la situation, je me permets de Elle est déjà suffisamment grave. Donc, on peut se dire aujourd'hui qu'ils vont se remettre en question au niveau du renseignement, se remettre surtout en question au niveau de la méthode et peut-être trouver ce qui pourra convaincre, mais surtout sortir leur pays de ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, il faut que les Ivoiriens comprennent que ce qui se passe au Mali, ça concerne tout le monde. Si le Mali tombe, c'est nous qui sommes en danger. Honnêtement, je pense que les Ivoiriens sont conscients de cela. D'ailleurs, même quand vous parlez de vos followers, je veux dire, les noms de vos followers n'en font pas forcément des Ivoiriens, quoi. Alamine Fofana. Oui, naturellement, je m'associe à mes prédécesseurs pour
apporter tout mon soutien au peuple malien qui vit ces épreuves difficiles. On prie pour que la situation puisse le plus vite possible se rétablir. Mais dans les cas de politique et de géopolitique, si la prière suffisait, il y a beaucoup de problématiques qui allaient se régler très rapidement. Par rapport à la situation, il y a des faits d'abord à rappeler. Dans les situations géopolitiques, il y a ce qu'on appelle la diatopie et la diachronie. Donc l'évolution des faits dans l'espace et l'évolution des faits dans le temps. Il y a Josias qui a parlé de deux choses assez importantes. Il a parlé de l'élément Ouma Mariko, il a parlé aussi d'où viennent les financements. Il faut rappeler qu'en fin septembre 2025, il y a eu 2 ressortissants émiratis qui ont été enlevés par le JNIM et un ressortissant iranien. Suite à cela, il y a eu une négociation, ils ont été libérés par le paiement d'une rançon. Et selon certaines sources, cette rançon-là avoisinerait les 50 millions de dollars. Aujourd'hui, quand on parle de l'imam Diko, qui est quelqu'un qui compte dans la scène politique malienne, en exil en Algérie, qui a accepté d'être le référent républicain de la coalition des forces pour la République, ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, quand on parle de Ouma Mariko, qui lui aussi en exil, ancien soutien du régime, et il faut rappeler que le dossier des 17, il rentre clandestinement au Mali. Ça doit nous donner des éléments. Si l'argent est le nerf de la guerre, la stratégie est la loupe de la guerre. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans le dialogue de sourds. En réalité, c'est le peuple qui détruit le peuple au nom du peuple. Donc on a une partie du peuple qui prétend travailler pour le peuple et on a une autre partie du peuple qui prétend mieux travailler pour le peuple que ceux qui prétendent réellement travailler pour le peuple. Donc ceux qui sont en exil vont estimer que les dirigeants actuels ne travaillent pas pour le peuple, ils sont venus au pouvoir de manière illégale, illégitime. Et le gouvernement aussi va estimer que c'est ceux qui sont dehors qui en réalité sont les traîtres de la République et ne travaillent pas pour le peuple. Donc c'est un dialogue de sourds. Et dans ce dialogue de sourds-là, on a une population qui souffre. Moi, en réalité, aujourd'hui, j'aimerais proposer des solutions parce que je ne suis pas contre la multiplicité des analyses. L'analyse de Josias, ça s'entend. Si on veut faire un paradoxe entre les promesses initiales du régime et les réalités apparentes aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux. Le réel problème de la situation, c'est une situation de gouvernance. La raison pour laquelle, dans un système politique, il y a 4 entités, ce n'est pas fortuit. En fait, ce n'est pas par plaisir que les entités existent. La première demande d'une population, c'est les besoins et aspirations. C'est ce que David Hudson, théoricien politique nord-américain, appelait input. Les populations ont des besoins et aspirations. Et les besoins et aspirations des populations doivent être transformés par ce qu'il appelle black boss, les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics-là, ils doivent être frappés d'une légalité et d'une légitimité. Dans notre cas de figure, la légalité est l'affaire des urnes et la légitimité est l'affaire de l'efficacité de la gestion publique. De cela va découler les outputs, donc les politiques publiques, qui sont un ensemble de recueils à mettre en œuvre à court et moyen terme pour atteindre les besoins que les Maliens veulent. Et là-bas, on parle technicité, on parle technocratie, on parle mutualisation des intelligences. Donc c'est les Maliennes et les Maliens dans leur multiplicité qui doivent collaborer pour arriver à ce résultat. Et finalement, le dernier élément, c'est les black boss, donc la réaction des populations. Donc la situation qu'on observe aujourd'hui, c'est une situation de feedback négatif. Donc quand les populations, à tort ou à raison, vont estimer qu'ils ne sont pas satisfaits de la gouvernance, le feedback sera négatif. Le feedback négatif, c'est l'apathie politique. Le feedback négatif, c'est la guerre. Le feedback négatif, c'est la multiplicité des attaques. Ce qui est assez inédit aussi au Mali, contrairement aux pays comme le Burkina et le Niger, c'est qu'on a une attaque coalisée. On a un côté Azawad, laïque, Touareg, qui ont des revendications culturelles. Et on a un autre côté, le JNIM, qui a une revendication religieuse. Donc si aujourd'hui on assiste à une attaque coalisée vis-à-vis de l'ennemi commun aujourd'hui, qui est le gouvernement malien, c'est assez symptomatique. Aujourd'hui, moi je pense que la réalité, c'est vraiment de pouvoir ébranler, voire même prendre la capitale. Parce que quand on regarde aussi la nature des acteurs qui ont été attaqués, par exemple le ministre de la Défense, qui paie la vie, paie à son âme, et le chef des renseignements, ce n'est pas le ministre de l'économie, ce n'est pas le ministre des Finances. Donc il y a une réelle volonté de nuisance pour pouvoir déstabiliser le système de gouvernance militaire. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il faut avoir
l'humilité. Parce que la gouvernance, là, c'est pas qui a raison. C'est pas entre le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, le Mali qui aura raison. C'est qui va proposer des solutions de sortie des crises. Je termine sur ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rentrer dans l'ego du pouvoir. L'ego du pouvoir, c'est de nier la finalité exclusive de la politique qui a assuré le bonheur de nos populations par rapport à la volonté de vouloir avoir raison, coûte que coûte, vaille que vaille. Donc aujourd'hui, il faut ouvrir. Si le Mali est aujourd'hui disposé à collaborer avec des acteurs russes, le Mali peut collaborer aujourd'hui avec la CEDEAO, qui sont un peu plus proches et qui connaissent un peu mieux la réalité. Il y a toujours un peu de bien dans le mal. Il y a toujours un peu de mal dans le bien. Oui, il y a des réalités historiques qui sont passées. Mais aujourd'hui, on peut répartir sur de nouvelles bases par rapport à une certaine collaboration qui peut aider le gouvernement. C'est bien entendu, Alamine Fofana. Merci beaucoup, messieurs, pour vos premières analyses. On va marquer la prochaine pause dans la quotidienne info. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la discussion. À tout de suite. Bonjour, je vous invite tous à la 10e édition de la conférence RIS-Pays Côte d'Ivoire qui aura lieu le 30 avril prochain à l'Hôtel d'Ivoire. Nous allons établir la cartographie du risque d'investissement en Côte d'Ivoire qui reprendra la question de l'opportunité d'investir, du retour sur investissement et d'éventuellement le risque de perdre son capital. Inscrivez-vous et je vous dis à très bientôt. Peace. Word up. Chaque mardi et mercredi, vivez ces histoires vraies qui bousculent, émeuvent et inspirent. Parce qu'au-delà du fait divers, il y a toujours un message, une vérité, une leçon de vie. Un enfant qui a passé 6 ans à te considérer comme un père, tu peux pas lui faire ça. Et puis les menaces de donner son argent. Il dit non pas, ils n'ont pas. Ça, il a allumé le feu. Il a mis sur. Il a fermé contre la personne qui va sortir pour faire l'amour. Tous les mardis et mercredis à 21h15 sur NCI avec Evelyne Débat. Focus fait divers. Plus que jamais, chaque histoire compte. Tontia, toi? Qui est là? C'est Tino. Tu es venu couper. Et Tino? Prends cet argent, il part en Europe à la mer. Il est venu plus tard nous aider, ta soeur. Tu lui as donné 1 million pour voyager, il a tout fait pour perdre. Au lieu de sauver la famille, il passe son temps à se compromettre avec sa go là. Voilà maintenant qu'il refuse la main que Zouzou lui tend. Si tu n'acceptes pas la proposition de Zouzou, tu auras ma mort sur la conscience. Maman, j'ai vu ton visage quand tu l'as regardé. Et c'est ce même visage qu'on n'a jamais cessé d'aimer quelqu'un. Je ne veux plus vous voir ensemble. Ne m'oblige pas à te maudire avant de mourir. Elle attend un enfant de moi, je ne peux pas l'abandonner. Elle sait que tu vas bientôt partir, donc elle invente une excuse minable pour te retourner. Toi, tais-toi là-bas. Elle n'est même pas au courant de mes projets de voyage. Tu es venu couper? Non, aujourd'hui je ne suis pas venu couper. Pourquoi? Je suis venu pour mon argent. Nous voilà de retour dans la quotidienne info pour aborder le tout dernier virage avant le grand duel ce soir. En duplex depuis Bamako, avec nous Abdoul Niang, journaliste malien. Abdoul Niang, la mort du ministre Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, est confirmée. Quel impact politique et militaire immédiat? Il y a 23 millions de Sadio Kamara au Mali et également des centaines de milliers... Il n'y a pas 23 millions de ministres de la Défense au Mali, Abdoul Niang. Oui, j'ai parlé de Sadio Kamara. C'est désormais une figure, un mythe que les ennemis du Mali ont créé en l'attaquant physiquement. Et c'est un digne et brave produit de l'armée malienne. Je remercie quand même ceux qui ont voulu se faire interprète des souffrances des Maliens. Mais je ne sais pas, ils parlent au nom de quel Malien. Et vous voyez, malgré toutes ces difficultés, les Maliens continuent toujours de soutenir. Vous avez vu les Maliens dans la rue main nuit pour affronter les organisations terroristes. On parle de... Quel est l'impact politique? Quel est l'impact politique et militaire de la mort du ministre de la Défense, Abdoul Niang? Je vous dis que la détermination de l'État du Mali et du peuple malien ne fait que renforcer. Et contrairement aux Cassandres qui veulent voir autre chose, ils seront surpris davantage de la capacité de réponse
du vaillant peuple du Mali et de nos forces armées et de défense. Le Mali n'est pas n'importe quel pays et nous ne faisons que démontrer chaque jour cela. Je crois que mon frère Ozias a très bien fait de rappeler que l'armée malienne est aujourd'hui une puissance. Et ça répond à la question de quelqu'un qui disait qu'en 6 ans, les militaires sont au pouvoir. Mais quel est le résultat? Donc c'est ça, l'un des résultats. Aujourd'hui, l'armée malienne qui avait été mise à l'infinitif par les Français est aujourd'hui l'armée la plus puissante, sinon l'une des plus puissantes de notre espace. Et il a même dit que c'est aujourd'hui l'armée une armée plus puissante que celle de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a dit. Et donc, je pense que si vous dites ça, certains de vos compatriotes pourraient être amenés à vous juger, Abdoul Niang, quand vous dites ça, qu'on se retrouve face à la réalité implacable de cette attaque barbare qui est survenue au cœur même du régime, dans une ville garnison, là où vit le président de la République et le ministre de la Défense qui perd la vie malheureusement. Je pense qu'on devrait relativiser aujourd'hui. Et quand les États qui sont les puissances mondiales soutiennent une organisation, utilisent des terroristes comme proxy, tout est possible. Les guides iraniens ont été éliminés de quelle manière? Le président Kadhafi a été assassiné de quelle manière? On peut mettre en doute la capacité de son armée. Bachar a été chassé du pouvoir. De quelle manière? On parle de terrorisme, mais pourquoi ne voyez-vous pas, malgré votre expertise, des mains occidentales et derrière tous ces événements? Et ce qu'on a vu en Afghanistan, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière ça, qui sont les États? En plus de ça, pourquoi ne jugez-vous pas la décennie de présence des forces françaises et onusiennes? Et quand l'armée française venait, la menace était plutôt au nord du Mali. Mais après une décennie, la menace s'est étendue au centre du Mali. Il y a eu combien d'attaques spectaculaires à Bamako quand MINUSMA et Barkhane étaient là? Et c'est pendant cette décennie de présence des forces occidentales que la menace s'est étendue au Niger et au Burkina Faso. Mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Très bien. Gaël Lagba a justement une question pour vous. Grand Bassam Gaël Lagba a justement une question pour vous, Abdoul Niang. On va l'écouter si vous permettez. Si vous permettez, on va écouter Gaël Lagba qui a une question. Abdoul Niang, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On a pu remarquer lors de l'attaque qu'on n'a pas, en tout cas officiellement, on n'a pas vu ni le Niger ni le Burkina venir au soutien du Mali dans cette période-là. Est-ce que vous confirmez, et si c'est le cas, qu'est-ce que cela, comment on peut interpréter cela? Parce que vous êtes tous réunis au sein de l'AES et tout. Très bien. En 30 secondes, rapidement. Si vous voulez comprendre la réalité du Mali et du Sahel, il faut fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits, parce qu'ils ne font que raconter des inepties. Ils ne savent pas quelles sont les opérations menées par l'armée de l'air du Burkina Faso, notamment à Sévaré, au centre du Mali, qui est proche du Burkina. Ils ne savent pas quelle a été la réaction de l'armée de l'air du Niger, notamment à Gao. Mais malgré tout, ils continuent... Non, Abdoul Niang, moi je pense que malheureusement, quand on vous pose des questions, justement, c'est pour que vous puissiez nous donner les informations. Malheureusement, on n'a plus de minutes. Abdoul Niang, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'opportunité très certainement d'approfondir la discussion. Merci, messieurs, pour vos analyses et vos contributions. On va passer tout de suite au grand duel. Merci à vous pour l'honneur et la considération. Merci. On est parti pour le grand duel. Actualité oblige, le grand duel de ce soir a pour thème Russie, puissance réelle ou illusion stratégique. Une confrontation de 10 minutes entre Aouma Gaël Lagba et Dr Arthur Kamenan Yoboué. C'est vous qui commencez, Dr Kamenan. Merci Alassane. Oui, la géopolitique l'interroge. On constate que depuis un certain temps, il y a des puissances qui sont déployées en matière de gestion des territoires. L'une des choses que j'observe, c'est que la Russie, depuis son histoire, s'est positionnée comme un acteur stratégique dans la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, moi je pars du principe que la Russie est une puissance réelle, au regard même de ce que c'est que la puissance par sa définition. Si on part du principe que la puissance, c'est la capacité à imposer sa volonté à l'autre, quels que soient les moyens utilisés. Et aussi, si on va dans la dimension de rapport de force, c'est de faire à votre adversaire ce qu'il n'aurait pas dû faire sans votre intervention. Donc moi, à partir de ce moment-là, je pars du principe que la Russie n'est pas une illusion stratégique,
mais c'est une puissance. Au regard des ressources que la Russie dispose, qui ne sont pas seulement des ressources négligeables, qui sont prises en compte par même ses adversaires stratégiques. Bien, on parle ici de diplomatie, on parle de contexte économique, on parle de géopolitique. La Russie, on ne va pas nier le fait que ce soit une puissance réelle au plan mondial. On va le dire au plan économique, militaire et tout. Mais ici, la question est de savoir si vous êtes un pays, comme on disait dans le temps du tiers-monde, vous êtes un pays qui cherche le développement, un pays qui cherche à être émancipé à un certain niveau dans ce monde. Est-ce que la Russie, en tant que puissance à son niveau, constitue le pays auquel il faut se rapprocher pour pouvoir avancer dans le système géopolitique aujourd'hui? Moi, je réponds non. La Russie, oui, est une puissance, mais elle peut être une puissance pour elle seulement en interne, mais elle n'a pas la force que, par exemple, les États-Unis ont, que, par exemple, la Chine a. Par exemple, je prends un seul élément. Quand la Russie se retrouve dans un pays à venir participer à une crise, elle ne s'affiche même pas officiellement. Elle vient par des groupes privés qui viennent de sorte à ce que lorsque ça échoue, ils ne peuvent même pas assumer cela. Mais c'est à ce moment-là que vous faites une erreur stratégique, quoi, parce que vous concentrez seulement la puissance sur le domaine militaire. Non. J'ai parlé de la définition de puissance, c'est-à-dire que sa capacité à imposer sa volonté malgré les ressources et avec d'autres ressources, de faire en sorte que votre adversaire puisse se plier à votre volonté. Donc c'est un rapport de force. Vous avez pris dans la dimension de géopolitique l'aspect du soft power. Moi, je parle des deux dimensions. Tant bien que le soft power, c'est-à-dire la capacité militaire à le faire, mais aussi le hard power, qui est sa capacité militaire, et le soft power, qui est sa capacité d'influence. Donc à partir de ce moment-là, je voudrais vous rappeler une seule chose. Si on partait de votre principe, on allait dire que le géant américain n'est pas une puissance militaire parce que c'est le géant américain qui est tombé au pied du Vietnam. Ce n'est pas une puissance militaire parce que là-bas, ce n'était pas seulement la ressource militaire qui a participé à faire asseoir l'hégémonie. Non, c'est une autre ressource. Et c'est pourquoi ne fixez pas. J'aime bien la définition sur le soft power et l'autre. En fait, en réalité, vous venez là vers mon argumentaire. Ce que je dis, c'est que la Russie, quand elle vient sur un territoire, elle vient seulement pour des questions sécuritaires. Lorsqu'il y a la crise, elle est tout le temps pressée de se retrouver sur le terrain. Et je le répète encore, pas officiellement comme on le voit avec la France, les États-Unis, dans certains endroits où le président même va se tenir et dit on va dans tel pays pour mener telle action, où ils assument. La Russie ne le fait pas. C'est rare de les voir le faire. Regardez par exemple dans le Sahel ici. Au début, on parlait de Wagner. Wagner, dont on parlait, certains niaient la présence de Wagner pour nier la présence de la Russie parce qu'ils n'assument pas. Ils viennent seulement lorsqu'il y a une crise, ils envoient des militaires, ils viennent sécuriser un certain groupe de personnes, soit ceux qui sont au pouvoir, on s'en fout du peuple, et puis c'est en contrepartie de ressources naturelles et tout. Il y a les éléments qui existent. Mais à côté de cela, la Russie ne fera pas de projet de développement. C'est là que vous faites une erreur stratégique, parce que la Russie part du principe qu'il faut respecter la souveraineté. Est-ce que vous connaissez les accords qui structurent les rapports entre la Russie et les autres États? On va me citer par exemple le Venezuela où la Russie était intervenue, mais malgré ça, les États-Unis sont venus. Vous connaissez les rapports qui structurent? Non, la Russie a une stratégie de non-intervention. Ça, c'est un soft power. Ils ne s'invitent pas officiellement. Ils ont, dans leur passé historique, vous observez, ils ne sont pas marqués par la colonisation comme ce que vous avez observé, comme ce que vous regardez. Non. La Russie s'inscrit dans une démarche d'accompagnement dans tous les rapports, les codes. Vous prenez ici le cas d'Africa Corps, mais ça c'est une organisation privée, mais qui est logée à la Russie et au ministère. Ce n'est pas l'armée russe en tant que telle. Vous ne pouvez pas me démontrer que c'est l'armée russe qui est sur le terrain. La Russie qui vient, est-ce que vous savez combien coûte un seul mercenaire? Est-ce que vous savez combien coûtent ces groupes privés-là qui viennent justement? Moi, j'appelle ça du braconnage politique ou bien du braconnage militaire. Ils profitent de la situation pour venir, comment on appelle, échanger en termes de sécurité. Et puis, par derrière, ils se font des sous. Alors que, par exemple, de l'autre côté, on a des pays comme la Chine, la France, les États-Unis. Quand ils viennent, c'est vrai, souvent ils peuvent venir pour des questions sécuritaires, mais à côté de cela, il y a la construction d'infrastructures massives. Ils aident à des projets, ils aident aussi dans l'industrialisation, ils aident dans le transfert, dans le transfèrement, mais le transfert des technologies. C'est-à-dire que c'est une sorte de collaboration
gagnant-gagnant. Alors que je dis bien qu'avec la Russie, c'est limité. Et à plusieurs reprises, c'est ce qu'on constate la plupart du temps quand la Russie est quelque part. Troisième erreur stratégique. Ils ne font pas de... Non, c'est pas vous qui allez dire telle erreur, deuxième, troisième. Mais je donne des éléments qui sont clairs. Combien de fois les Russes sont arrivés dans des endroits qui ont développé des éléments? Oui, allons-y. Est-ce que vous remarquez l'Europe actuellement? La Russie se positionne comme l'un des géants en matière de production d'engrais. En Europe, allez vous renseigner, en train de parler de non-transfert de technologies, la Russie se positionne comme un acteur stratégique en matière de maîtrise de production de nouvelles technologies. En matière de banque, renseignez-vous, la Russie, malgré le système SWIFT des Américains visant à les sanctionner, la Russie demeure debout. Vous pensez que c'est parce que la Russie n'a pas de technologie? Non. La Russie a une maîtrise de ses ressources, non seulement stratégiques, mais également ses ressources qui sont diversifiées. Sinon, moi, je ne vois pas. Et puis, quand on parle de puissance réelle, ça passe aussi dans son histoire. Je ne vois pas un État qui a été soumis aux pressions que la Russie a soumises et qui soit tenu debout jusqu'à ce jour. Non, mais ce n'est pas possible. Donc la Russie ne vient pas pour imposer sa volonté. La Russie vient et manage. Et par rapport à cela... Première erreur stratégique, deuxième erreur stratégique, troisième erreur stratégique, quatrième erreur stratégique. Il y a l'impression d'être en face de mon professeur, mais qui dit le contraire de ce qui est. J'ai dit au départ de mes propos que la Russie se suffit. La Russie est une puissante, certes, adossée sur tout ce que vous avez donné comme argument. Mais est-ce que la Russie réussit à exploiter tout cela? La Russie est un pays, je veux dire, qui joue de façon maligne. Elle vient dans un territoire précis, elle va en Ukraine pour la guerre, elle va en Afghanistan pour la guerre, elle va au Sahel, elle va en Syrie. Et de toutes ces guerres-là, la Russie est toujours entrée et est toujours sortie par la petite porte. Elle entre par les fanfares, on les voit entrer, ils veulent faire la guerre en 2 jours, en 3 jours, et finalement, ça reste pour l'éternité. Et puis derrière cela, il n'y a pas de projet structurant. Après, quand ils entrent dans un territoire, ils sortent, il n'y a plus de stabilité qui vient après. C'est comme si c'est le chaos qu'ils envoyaient dans ces pays-là. Et je le dis toujours, je vais finir là-dessus, ils ne peuvent pas vraiment soutenir un pays pour avancer. Non, ça, je ne vous rejoins pas. Donc c'est la 5e erreur. C'est la 5e erreur stratégique. Dans quelle mesure la Russie, et comme vous le dites, hein, quand ils rentrent, mais d'abord, par quelle porte ils entrent? Par quelle porte la Russie entre? La Russie entre par une porte que lui offre l'État qui lui permet de rentrer. Donc si la Russie vient, et quand vous regardez les exemples que vous avez pris, ne confondez pas les guerres en Afghanistan, en Ukraine, ce ne sont pas la même configuration. Et la preuve, jusqu'à ce jour, la Russie est toujours en Ukraine et est en train de gagner des territoires. Vous dites que la Russie passe et la Russie sème la guerre. Pas forcément. Est-ce que c'est la Russie qui a créé la guerre en Syrie? Vous n'allez pas me dire oui. C'est le contraire de la Russie qui a créé la guerre. Est-ce que c'est la Russie qui crée la guerre au Sahel? Je ne crois pas. C'est par rapport à ceux que vous défendez comme étant une puissance réelle qui ont laissé la guerre là-bas que la Russie tente de corriger. La Russie fonctionne sur le court terme. La Russie fonctionne sur des opportunités, des terrains fertiles qu'elle voit, et puis elle va juste profiter de la situation. Voici ce que représente la Russie. La Russie, c'est ce pays-là que quand vous l'avez comme allié, il vous isole au plan international. Vous voyez, c'est ce que représente la Russie aujourd'hui. Quand vous êtes avec la Russie, cela vous complique au plan international, surtout dans les relations avec les autres pays de l'Occident. Cela vous réduit financièrement. Et moi, je dis toujours que c'est mieux d'avoir un bon allié qui vous ouvre les portes que d'avoir un allié qui vous ferme les portes. Si vous voulez, c'est ma 6e erreur pour finir ce duel. Et c'est votre 6e erreur. Merci beaucoup, messieurs, pour ce grand duel. Dr Arthur Kamena Yoboué et puis Aouma Gaël Lakpa. Merci beaucoup, Shadrach Bogué. Je rappelle que vous êtes consultant en défense et sécurité internationale. Dr Arthur Kamena Yoboué, sociologue du politique. Aouma Gaël Lakpa, écrivain, auteur, analyste politique. Simon Josias, politologue. Alamine Fofana, consultant politiste. C'est la fin de la quotidienne info pour ce soir. On reviendra demain parce que l'actualité nous aura rappelé toujours une chose essentielle. Derrière chaque chiffre, chaque crise, chaque décision, il y a des vies, des espoirs et parfois des drames. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Et à demain, si Dieu le veut.